Bonjour Clermont. Tu me demandes Clermont de partager sur mon cheminement. C'est une histoire en fait qui commence avant même que j'arrive, je devrais dire, sur la Terre. Parce que je suis issue de parents qui étaient déjà avant-gardistes dans les années 50. Alors, maman faisait du yoga déjà en 1950 et papa, à la fin des années 40, alors qu'il était à l'université, faisait partie d'un petit groupe qui travaillait avec Ambroise Lafortune, qui est un jésuite. Ils étaient 5 ou 6 et ils discutaient déjà de la possibilité de l'être humain de se matérialiser et de se dématérialiser. Et moi, j'arrive donc dans un contexte de ce couple-là. Et dans mon expérience, un peu plus tard, j'ai réalisé, je me suis souvenue, que vers l'âge de 5 ans, j'avais des jeux. Et j'étais pas très difficile à coucher parce que j'aimais ces jeux-là. Et un de mes jeux, c'était, je me souviens, je me suis décorporée. Et je me souviens très bien d'avoir été au plafond et puis de trouver ça merveilleux parce que je venais d'élucider le mystère des mouches, comment les mouches tiennent au plafond. Parce que j'avais les 2 pieds puis les 2 mains au plafond. Et puis je me souviens après ça une autre fois d'être sortie par la fenêtre de ma chambre et d'avoir volé au-dessus de l'église. Et puis, dans un autre de mes jeux aussi, les dauphins, enfin non, j'ai su plus tard que c'était les dauphins, mais je disais les gros poissons. Les gros poissons venaient me chercher, et puis on jouait dans l'eau. Et c'est après que j'ai su que c'était beaucoup plus tard, que c'était les dauphins, parce que j'ai eu des aventures un peu particulières aussi avec eux. Et je me souviens aussi qu'un jour, ils m'ont retenue par les 2 pieds, puis je pensais que j'étais pour mourir. Et il me disait, non, non, t'as pas besoin, tu peux respirer dans l'eau. Et au point où je pensais m'étouffer, j'ai pris une grande respiration, puis ben oui, je respirais en dessous de l'eau. Mais je savais pas, évidemment, à cet âge-là, on ne sait pas qu'on est dans un corps subtil. Et enfin, un autre de mes jeux, c'était aussi de calculer combien de fois ma petite sœur respirait, parce qu'on dormait dans la même chambre, combien de fois ma petite sœur respirait pendant que moi, je prenais une respiration. Et quand j'étais plus grande, j'ai découvert qu'ils appelaient ça le yoga de la respiration. Alors, et ça a démarré comme ça, très jeune aussi, en fait, vers l'âge de 13 ans. J'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller à l'église. Ça ne m'apportait rien. Je ne sentais pas du tout que c'était ma place. Et il a compris. Il a accepté que j'aille pas, on est de confession catholique, que j'aille pas à l'église à ce moment-là. Et par la suite, vers l'âge de 16 ans, avec mon frère cadet, on se posait des questions. Et on a commencé à lire des livres comme La vie après la mort, Les grands initiés. Puis je me souviens, on se cachait pour en parler parce que il y avait presque personne qui abordait ces sujets-là. On était dans les années, début des années 60, fin des années 60. Dans ce cheminement aussi, je me souviens, vers l'âge de 20 ans, j'ai fait mon premier stage en fait avec ma mère à l'âge de 22 ans. Et c'était avec Marie-Lise Labonté qui revenait d'Europe à l'époque. Elle était elle-même dans ses premiers stages. Et je me souviens d'avoir vu une voyante. Et je venais de lire un petit encart dans la presse. Je pense que c'était Jean 23 qui était décédé. Et Jean 23 disait dans ce petit encart-là, « J'ai peur du jugement dernier ». Et j'étais donc, j'avais vu cette voyante-là qui me disait, et je lui ai posé la question, comment un pape peut avoir peur d'un jugement? Il est supposé être un saint. Et cette dame-là, je sentais avait des connaissances que je cherchais. Et elle m'a dit à ce moment-là, bien, tout est fonction avec quoi on arrive.
Il y a des gens qui arrivent avec un petit verre à remplir. Il y a des gens qui arrivent avec un grand verre à remplir. Et celui qui remplit son petit verre peut avoir plus de valeur que celui qui avait un grand verre mais qui ne l'a pas rempli. Et c'est en fonction d'une mission à accomplir qu'elle m'avait expliqué. Et là, alors, à l'âge de 22 ans, je m'étais posé la question, moi, ma mission, c'est quoi? Et ce qui m'était venu, c'est ta mission, c'est 3B. Le beau, le bon et le bien. Amener sur la terre le beau, le bon et le bien. À cette époque-là, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait vraiment dire, mais j'étais dans une recherche constante intérieure. J'avais des questions, j'avais plein de questions par rapport à la vraie vie. J'avais l'impression que la vie, c'était pas ce qu'on vivait sur cette terre ici. Et donc, dans ce cheminement, je me souviens, je lisais des livres, puis je savais, depuis longtemps, je savais que quand l'élève est prêt, le maître vient. Et je lisais des livres, puis je voyais les auteurs, puis je me disais, oh, c'est peut-être un maître, lui. Puis là, je levais la main dans l'énergie, puis je disais, je suis prête. Je suis prête. J'avais 20 ans, 22 ans. Et puis, je cherchais de cette façon-là à trouver. Et peu de temps, vers le début de la trentaine, est passé sur mon chemin une journaliste. Puis on a commencé à parler de ces éléments de la spiritualité. Puis elle me dit, ben moi, je travaille avec un groupe et la personne qui est responsable de ce groupe-là, qui est en France, va venir au Québec. Il faudrait que tu viennes la rencontrer. D'accord. Alors, je suis allée à cette rencontre-là. Et cette dame-là, elle m'a pris dans ses bras lorsqu'elle m'a vu. Elle m'a dit, ah, toi, il faut que tu viennes en Europe, tu es déjà initié, il faut que tu viennes dans notre groupe et tout. Donc, ça a été le premier voyage que j'ai fait en Europe. Je devais avoir 27 ans, 26 ans. Et j'allais pour pouvoir être avec ce groupe-là. Et ça répondait à des questions que je me posais au niveau de la Terre. Je savais que la Terre est un être vivant, comme nous, mais avec une forme différente. Et j'avais besoin, je voulais savoir comment rentrer en contact avec elle. Et ce groupe-là, qui s'appelait IVI, Invitation à la vie, travaillait sur les méridiens de la Terre. Donc, j'ai pu faire un bout de chemin avec ce groupe-là à cette époque-là, en Europe. Et puis, après ça, j'ai continué, je me posais des questions. Je me suis posé des questions, par exemple, sur les rituels. C'est quoi les rituels? J'avais vu ceux de la religion catholique que je trouvais pas intéressants. Et donc, j'ai commencé à chercher. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des ordres. Alors, les francs-maçons. J'ai commencé à travailler à distance avec les francs-maçons pour un petit temps. Et puis, sur mon chemin est passé des amis qui, eux, étaient templiers. Alors, je me suis impliquée du côté des templiers. On dit templier un jour, templier toujours. C'est très certainement pas de cette vie-ci que ça fait partie de mes cellules. Et j'ai pu explorer davantage à ce moment-là un autre niveau de rituel. Ces organismes-là qui sont passés dans ma vie, on entend souvent l'information qui dit « hors de chez nous, point de salut ». Mais moi, mon point de vue, c'était toujours, quand j'entendais ça, c'était « ah oui, salut ». Alors, je ne me suis jamais accrochée à un groupe ou à un autre. Il y a eu aussi Abderrouchine, qui a été ces 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Je me suis impliquée dans le mouvement du Graal. Ça a duré peut-être 1 an et demi et j'ai trouvé plein de réponses de ce côté-là. Mais j'arrêtais pas non plus de continuer à lire et de chercher. Et dans ce chemin-là, je me suis arrêtée sur des formations en chamanisme. Je me suis arrêtée sur des formations du côté de la magie. J'ai fait un premier niveau de Reiki. J'ai fait toutes les formations du côté de la guérison, l'énergie universelle et différentes approches, tout ce qui concerne la biologie totale. Donc, j'ai exploré autant que j'ai pu. Mais ta recherche était à quel niveau à ce moment-là?
j'avais besoin de toucher différentes approches. Je cherchais sans avoir je pense que le fond de ça, c'était de retrouver qui je suis. Je pense que c'était ça le fond de ma recherche. Qu'est-ce que je fais ici? Puis l'autre chose, c'était aussi ce qu'on nous offre dans la vie du boulot dodo métro. Ça ne me convient pas, il doit y avoir d'autres choses. Mm-hmm. Donc, ça a toujours été cette recherche-là de autre chose Mm-hmm. qui m'a allumée. Et à un moment donné, donc j'ai constamment fait même si j'étais à la base aussi consultante en management, donc j'étais les deux pieds bien à terre, et dans ma vibration aussi de naissance, je suis un 22-4, donc le 4, c'est terre à terre. Ma vibration 4, c'est dans la matière. Le 22, c'est la tête dans les étoiles. Donc, je menais un peu les deux en même temps, de front. Et encore une fois, du côté de la consultation en management, à 27 ans, j'étais déjà dans le monde du développement organisationnel. Ce qui est habituellement rare parce que les gens deviennent consultants vers l'âge de 40, 45 ans lorsqu'ils ont de l'expérience. Et moi, des fois, les gestionnaires avec lesquels je travaillais me disaient « Mais toi, t'es toute verte, t'es pas encore tombée de l'arbre, qu'est-ce que tu fais là? » Alors, et puis... Une belle image. Oui, c'est une belle image. Mais en même temps, j'avais un boulot que je faisais, puis j'y croyais. Donc, c'est ça qui passait. J'y croyais. Et j'ai laissé ce monde-là, puis j'ai eu même jusqu'à 3 entreprises, jusqu'à 1998. En 1998, 3 fois, je croise le nom de Drunvalo Melchizedek sur mon chemin. Et là, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Parce que j'avais déjà été initiée, je dirais, à la loi du nombre 3. Et je savais l'importance de ce nombre-là. Donc, à la 3e fois, j'ai dit, OK, je vais chercher. Et je suis tombée, j'ai réalisé que c'était un être vivant. Tu étais à l'écoute? Oui, j'étais déjà à l'écoute de ce que la vie me donnait comme signe. Alors, j'ai découvert qu'il y avait un être vivant. Et que c'était un Melchizedek qui était sur la Terre. Et qui offrait des stages. Et il donnait à ce moment-là un stage au Texas. Et j'ai décidé que j'y allais. J'ai découvert à la dernière minute que ça prenait un prérequis. J'ai couru tout ce qui pouvait être possible pour essayer de trouver où je pourrais le faire. Je l'ai fait. Et j'ai été inscrite à ce stage-là qui concernait la géométrie sacrée, la fleur de vie et plein de thématiques qui me fascinaient. Et je me suis retrouvée avec Drunvalo Melchizedek, donc en 98. Tout ce qu'il donnait comme information, je l'avais déjà à l'intérieur de moi. Je savais ce qu'il était pour dire. Et c'est comme si ça faisait juste réallumer mes mémoires à l'intérieur de moi. Drunvalo, à ce moment-là, écrivait son premier livre. Et je lui disais, parce qu'il y a eu, dans tout ce cheminement-là, je suis restée toujours connectée avec mon frère cadet, qui, lui, a eu l'étiquette d'avocat du nouvel âge. Et donc, dans ce contexte-là, j'étais en contact avec tous ceux qui travaillaient de façon différente. Je pense à Robert Coxon, je pense aux éditions Ariane, je pense à des peintres comme Jacques Lapointe. On était un petit groupe qui se tenait. Il y avait aussi Yolande Gagnon, qui a fait les premiers regroupements de spiritualité, qui avait invité aussi les premières fois où Anne et Daniel Meroy-Gévaudan sont venus, où différents intervenants comme ça internationaux sont venus. On était là, puis on mangeait ensemble. Et donc, ce qui fait que déjà, cette connexion internationale-là... À travers de ça, est-ce que tu t'approchais de la recherche que tu... Oui. Ouais. Ben oui, je m'approchais tout le temps. C'était toujours dans un esprit de rechercher. Mais ce qui était extraordinaire, c'était qu'en même temps, on était tous connectés les uns. On se connectait tous entre le Québec, les gens du Québec
et avec l'Europe en plus. Ce qui fait que j'ai toujours gardé ces contacts-là avec les éditions Ariane, avec Anne Gévaudan, avec c'est toujours des contacts qui sont présents. Et donc, quand il y avait tout ça qui se brassait dans ces époques-là, c'est les années... Il y a un autre élément aussi qui est intéressant. Avant 98, au début des années 90, est passé sur mon chemin un être que je qualifierais à l'époque de l'ombre. C'est-à-dire que je vais définir ça, un être de l'ombre, pour moi, c'est quelqu'un qui met sa dimension au service de lui-même, non pas au service de la création de l'humanité. Et cet être-là m'a donné des enseignements la nuit. C'est un être humain. Les enseignements se faisaient la nuit sur qu'est-ce qui se passait au niveau de notre Terre. Donc, à cette époque-là, déjà, début des années 90, je savais que nous étions dans une terre, sur une terre contrôlée par un petit nombre de familles. Aujourd'hui, je sais, ils les appellent en anglais les bloodlines, qui, eux, étaient en lien avec les dracos, les reptiliens, et étaient des lignées qui venaient de ces lignées-là extraterrestres qui ont tenté, je dis bien qui ont tenté, de prendre le contrôle total sur la Terre. J'ai une autre vidéo qui est sur YouTube qui s'appelle « En transition vers la nouvelle Terre », où je donne un petit peu plus d'informations sur tout ça. Mais j'avais toute cette information-là et je ne pouvais pas en parler parce que je me serais faite interner, je pense, avec toutes ces informations-là. Et après ça, on a vu arriver le livre jaune numéro 5, on a vu arriver davantage les livres de David Hikes qui confirmaient, dans le fond, tout ce que moi j'avais déjà reçu comme information. Je reviens donc à 98. Pour moi, c'est devenu clair que ce que je recevais, et ma voix intérieure me l'a dit, là, maintenant que tu as trouvé les enseignements qui sont là, c'était les enseignements des écoles des mystères d'Égypte, l'œil droit d'Horus, donc tout ce qui est la géométrie sacrée. Tu arrêtes de te promener partout, tu fais ta synthèse et tu transmets. Donc, c'est là que j'ai commencé à transmettre les enseignements de la fleur de vie, le Merkaba. Et en fait, j'avais une amie qui était européenne, française, qui m'a invitée. Elle dit, Rachel, avec ça, elle dit, il faut absolument que tu viennes. Et elle était en contact, entre autres, avec Gérard Attias, qui, lui, circulait beaucoup à l'époque avec la biologie totale. Et Gérard décide de faire le stage qui se met sur pied en France. Donc, mon premier stage en France, je le fais, Gérard est là, avec des gens de son entourage. Et je fais toujours un tour de table quand on commence un stage. Tout le monde disait, ben moi je suis ici parce que Gérard. Moi je suis ici parce que Gérard. Là je me disais, oh mes amis, si Gérard n'aime pas ce stage-là, oublie tes de circulaire France, Rachel, tu ne seras pas là. Toujours est-il que le stage se fait et par la suite, je suis invitée par Jacques Salomé. Jacques voulait entre autres me présenter Arnaud Desjardins. Et donc c'est très peu formel, on est dans des grands jardins, on est dans le sud de la France. Et les gens viennent me voir en me disant « Ah, c'est toi Rachel Pelletier, ah c'est génial, on va se voir bientôt. » Ah bon, d'accord. À la troisième personne qui me dit ça, je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Ah, elle dit « Tu le sais pas? » Elle dit Gérard a organisé un stage, puis il est complet. Tu reviens au mois de septembre. Ah bon? Ben, je dis, je vais consulter Gérard. Et donc, le stage s'est tenu. Et il avait en fait invité tous ses organisateurs en France, en Belgique, dans les pays francophones. Et je suis sortie de ce stage-là un agenda plein pour l'année. Alors, et il faut dire qu'aussi, ça c'est en 2001, je pense, 2000. Dans cette même époque-là, à la fin de l'année
1998, toujours dans ma recherche, je m'étais retrouvée en Angleterre avec quelqu'un qui se disait être une vibration de Jésus, un retour du Christ. Bon, j'étais dans un lieu qui s'appelle The Chalice Well, à Glastonbury. C'est un lieu magnifique. Et Glastonbury, il y a l'abbaye de Glastonbury où on dit que le roi Arthur est enterré. Donc, pour moi, et il y a là le Thor. Et on dit du Thor que c'était un des lieux du temps du roi Arthur où Merlin allait avec les déesses, les prêtresses de l'époque. Donc, je me retrouve et le lieu, le Chalice Well, est collé sur le Thor. Donc, je peux me rendre à pied. Et à la fin de, le Chalice Well, si je fais un aparté là-dessus, il y a un ancien propriétaire s'est fait dire, il y a très longtemps, va creuser à telle date, à telle place, telle profondeur. Et donc, il a écouté ce qu'il a reçu. Ils étaient 3 à avoir eu la même information. Ils ont creusé et ils ont trouvé une coupe qui est faite c'est du fer et à l'intérieur, c'est complètement du lapis lazuli. On sait que Joseph d'Arimathie avait amené la coupe du Graal de la dernière scène en Angleterre. Et c'est identifié comme cette coupe de la dernière scène et c'est donc conservé. Et les archéologues se confondent quant à dater cet objet-là. Le 31 décembre 1998 au 1er janvier 1999, on faisait le passage de la fin d'une vibration 9, d'une année 9, vers une année 1. Donc, et cette nuit-là, j'étais sur place. Et dans la nuit, on a célébré le passage de 98 vers 99. Et ils ont sorti l'assiette en question. Et je l'ai eue entre les mains. Et lorsque je l'ai eue, je l'ai regardée comme on regarde une image 3D. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai vu apparaître complètement la Terre avec les continents, tout bleu. Et en même temps, à l'intérieur de moi, ça m'a dit, tu commences un cycle de 9 ans exceptionnel dans ta vie. Et ça s'est tombé avec, tout de suite après, pratiquement, au mois de juin, le premier stage en Europe, après ça, le stage avec Gérard Attias. Et donc, pour moi, ça a ouvert de façon en lion. Okay? Je ne suis pas partie en mouton par rapport à donner des stages. Et les thématiques que j'abordais, qui étaient d'un plan vraiment spirituel, et les connaissances que j'amenais à ce moment-là, il y avait pratiquement personne qui le faisait. Donc, je me suis retrouvée avec des groupes de 30, 35 personnes, 40 personnes, et ça a été un feu roulant pendant des années. Et c'était des stages à quel niveau? Au niveau C'était sur le Merkaba, sur la géométrie sacrée, sur la connaissance de soi par la géométrie sacrée. Donc, il y avait ça. Et en même temps, dans cette époque-là, avec les éditions Ariane, on cherchait nos racines. On se disait, nos racines sont où, nous autres, les Blancs? Évidemment, on a des racines qui sont en Europe. Donc, ça veut dire le courant celtique. Mais quand on est en Amérique, le courant qui sont nos racines, c'est les Amérindiens. Et donc, on s'est posé la question, il doit y avoir des sages dans ce monde-là. Et c'était encore une fois des choses ou des questions qui étaient très peu posées. Et on a découvert qu'il y avait un sage pas loin de chez nous qui s'appelait Grand-Père William Commanda, qui a quitté la Terre en 2012. Mais on s'est rendu chez Grand-Père William. Et à cette époque-là, là, je recule un petit peu avant 2000, à cette époque-là, on va rencontrer Grand-Père et moi, j'allais faire la formation au mois d'avril, on était au mois de décembre, j'allais faire la formation, plutôt, c'était février
février 98 ou 99, j'allais faire la formation pour devenir facilitateur de la fleur de vie. Donc, dans la lignée de Drunvalo-Melchizedek. Qu'est-ce que tu entends par facilitateur? C'est-à-dire, c'était l'autorisation de pouvoir transmettre les enseignements à ce moment-là. Parce que l'idée de facilitateur, c'est de reconnaître que l'autre a la connaissance dans ses cellules. C'est juste faciliter le retour de la mémoire. Alors, c'est vraiment comme ça aussi que je me définis dans tout ce que j'ai fait. Je suis juste un facilitateur pour les autres. L'idée pour moi, c'est d'être davantage, le plus possible, être ce que je suis. Et ça aide l'autre à se rappeler qui il est, tout simplement. T'es-tu en train de dire que à travers tout ce que tu viens de nous conter, tu te reconnaissais à travers de ça quand on parle de qui tu es ou qui je suis? Je découvrais tranquillement. OK. Morceau de puzzle par morceau de puzzle, qui je suis. OK. D'accord? Alors, c'était un bon, long chemin. Donc, et tout ça s'est inscrit dans ce sentier-là de rappelle-toi qui tu es. Parce que la question fondamentale, c'est qu'est-ce que je fais ici? Qui je suis, moi? Les 3 questions du Sphinx. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je et où vais-je? Les questions du Sphinx? Oui, les 3 questions du Sphinx. OK. Et donc... C'était quoi les questions encore? Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? OK. Ça va. donc, les 3 grandes questions. Et c'est toujours ça qui me guidait. Maintenant, en lien, il y a une des choses qui m'est arrivée en cours de route, lorsque j'ai commencé à transmettre dans les enseignements de la fleur de vie, il y a une chose qui était rendue claire pour moi, c'est que tout le chemin que j'avais fait n'avait servi qu'à réactiver des mémoires à l'intérieur de moi. Et mon propos, ça n'était pas de voir l'aura, ou d'avoir de la clairaudience, ou de servir de channeling, parce que j'ai tout essayé ces choses-là. Et je sais que j'ai toutes ces capacités-là. Mais mon propos, ça n'était pas ça. Mon propos, c'était d'avoir la conscience que la seule chose qui est importante dans cette vie-ci, c'est le cœur. Pas le cœur physique, pas l'émotion du cœur avec l'amour, mais le cœur sacré. Parce que cette expérience-là, j'ai commencé à la vivre au début des années 90, avec cet homme de l'ombre qui m'a raconté tout. C'est là que j'ai commencé à avoir des palpitations, mais pas au cœur physique, ni au chakra du cœur, mais ailleurs, puis je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est après que j'ai découvert que, oups, il y a tout un travail qui avait été fait. Je reviens dans le cheminement, donc à la recherche qu'on faisait. Grand-père William, dans notre rencontre, je lui dis, je m'en vais en Arizona, est-ce qu'il y a quelqu'un que je devrais voir ou quelque chose que je devrais faire? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de peuples natifs de différentes nations amérindiennes qui sont dans le sud des États-Unis. Et à la toute fin, au moment de partir, il me dit, oui. Il dit, tu vas aller voir un de mes amis qui s'appelle John Mitchell, et tu vas... Puis là, je lui dis, je fais quoi? Il me dit, tu vas lui remettre ce document-là. Tu vas lui dire, je t'ai remis ce document-là. D'accord. Alors, dans l'avion, évidemment, j'ai lu le document. Et ça concernait les prophéties des peuples natifs d'Amérique. C'est longtemps après que j'ai compris qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait. Mais j'ai retrouvé John Mitchell et je lui ai remis le document. Et c'est un peu gênant parce que tu sais pas trop comment t'introduire dans ces choses-là, mais tu le fais. Bon. Et je lui pose la même question. Est-ce que je devrais rencontrer quelqu'un? Et à la toute fin de la rencontre, il dit oui. Il dit, tu vas aller rencontrer mon grand ami qui est le beau-fils du grand sage de la nation Hopi. Et donc, d'accord. Et je fais quoi? Il dit, tu vas lui dire que je veux lui parler. Ah bon, d'accord. Il s'appelle Emery Holmes. Les Hopis, c'est un peuple extrêmement hermétique. C'est pas évident du tout de rentrer là.
Alors, ils étaient dans le désert d'Arizona. Essaye de trouver une place dans le désert d'Arizona. C'est pas évident quand t'es pas de là. Mais je suis partie avec une amie. Et on a effectivement fait le trajet. On a trouvé l'endroit. On a été reçus par ce monsieur-là. Et c'est un peu gênant, là. Tu sais, je suis ici parce que il y a John Mitchell qui vous dit qu'il veut parler avec vous. Et tu dis quoi après? Je me suis retrouvée dans des situations comme celle-là, un peu bizarroïdes. Mais le contact s'est bien fait. Puis comme on était juste à la veille de l'an 2000, puis qui prédisait que l'an 2000, ça serait la fin, qu'on se casserait la tête et tout, évidemment, je lui demande de demander. Puis je sais que les Hopis font leur cérémonie dans des lieux sacrés spéciaux. Et donc, je lui demande, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de vos cérémonies? Et là, je ramasse un grand silence. Je sens que je me suis mis les pieds dans les plats. Et il me répond, What's going on in Kivas, parce que c'est dans des kivas qui font leur What's going on in Kivas do not belong to women. Ce qui se passe dans les kivas, ça appartient pas aux femmes. Et sa femme est pas loin, puis elle dit, même moi, elle dit, je sais rien. D'accord, donc on change de sujet. Et on continue à échanger et tout, puis il se passe différentes interactions, il y a des gens qui viennent, il fait des soins devant nous. C'est un peu gênant parce que nous, on est habitués à quelque chose de plus privé. Alors, je sais pas trop, on ne sait pas trop où regarder pendant ce temps-là, mais il nous explique des choses, il nous rend à l'aise. Et un peu plus tard, je lui demande, est-ce que je pourrais acheter une flûte ici, une flûte faite par un Hopi? Un autre silence. Et là, il me répond, When a Hopi makes a flute, it's not for selling. Quand un Hopi fait une flûte, c'est pas pour vendre. Deuxième pied d'un plat. Toujours est-il que, en bout de ligne, je sais qu'il fait des bijoux avec son fils et tout, puis je me suis risquée à une troisième question. Et j'ai demandé, est-ce que ça serait possible où est-ce que ça serait possible de trouver des bijoux que tu fais? Il dit, il faut que tu retournes à Sedona. Effectivement, il y a des bijoux là-bas. OK. Alors, donc, on finit par laisser cette rencontre-là. On revient vers Sedona, mais il est très tard le soir. Et il est 11 heures. Et avec ma copine, il nous a dit où aller chercher. Là, j'ai dit, écoute, à 11 heures, ça va être fermé, là. Mais on passe j'ai dit, on passe quand même vis-à-vis de la boutique. On passe vis-à-vis de la boutique, c'est ouvert. Là, il y a de la lumière. Je dis, bon, ben écoute, ça s'appelait Debbie. Je dis, on va y aller, on va aller voir. La porte s'ouvre. Il y a deux dames qui disent, oui, on nous a dit que deux blanches arrivaient. Ah bon? Alors, donc, on ouvre la porte, on rentre dans la boutique. Et il ne faut pas oublier que les Hopis n'ont pas de téléphone, pas d'eau courante, il n'y a pas de moyen de communication. Comment ces femmes-là nous attendent jusqu'à 11 heures le soir? Et donc, on rentre et elles nous disent, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je dis, moi, j'aimerais ça voir les bijoux de Henry. Et elle dit, oui. Elle sort deux plateaux. Elle les met sur le dessus du comptoir. Là, je dis, lesquels sont faits juste par Henry? Parce que moi, je n'ai pas rencontré son fils. C'était des bijoux faits par les deux. Je n'ai pas rencontré son fils. Moi, c'est l'énergie d'Henry qui m'intéresse. Elle dit, OK. Elle prend les deux plateaux, elle les range en dessous, et elle sort deux paires de boucles d'oreilles. Il y en a une qui représente le soleil, l'autre qui représente les éclairs et le tonnerre. Moi, je saute sur les boucles d'oreilles du soleil en disant à ma copine, je suis désolée, j'ai choisi la première. Et on s'en va. Quelques mois plus tard, je décide que je vais porter les boucles d'oreilles. J'avais aussi écrit à Emery pour le remercier et lui dire qu'effectivement on avait été reçus, que j'avais une paire de boucles d'oreilles de lui, etc. Et je vais aider mon frère à déménager et je mets les boucles d'oreilles. Je reviens à Québec, il m'en manque une. Mon frère est à Montréal. Et donc, je l'appelle, je dis, t'as pas vu les boucles d'oreilles, je cherche partout dans la voiture,
cherche dans mon sac, dans les bagages, trouve pas la deuxième boucle d'oreille. Moi, je voulais faire un échange avec ma copine américaine pour avoir une boucle du soleil puis une boucle des éclairs du tonnerre. Je me suis dit, ben écoute, ça sera une autre fois. Et je vais faire comme les jeunes, je vais en porter juste une. Donc, le temps passe, et puis je vais voir une de mes amies un soir. Et j'avais cherché partout là, pour trouver la boucle d'oreille. Pas de boucle d'oreille. Et au moment où je rentre dans la voiture avec cette amie-là, la boucle d'oreille est déposée sur le siège, sur mon siège avant. Là, je suis partie à rire. J'ai dit, bon, ils ont des capacités, ces chamans. Il a dû venir chercher une boucle d'oreille, vérifier ce que j'avais écrit et la retourner. Alors, mais c'est après aussi parce que dans tout ce contexte-là, j'ai été invitée après ça chez les sages, chez les Mayas, avec les sages, parce qu'il y avait des sages qui venaient de partout. Et là, c'était la prophétie de l'aigle et du condor, la prophétie du serpent ailé, la prophétie du retour des ancêtres. J'étais partie de toutes ces prophéties-là. Donc, avec Drunvalo, j'ai fait certains voyages dans le contexte des prophéties, y compris jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et j'ai compris après que, en fait, c'était un peu prophétique que grand-père William m'avait donné l'information sur les prophéties des peuples natifs. Donc, j'ai participé pendant plusieurs années à ces rituels. J'ai été invitée au Guatemala, j'ai été invitée dans différents pays. Et à partir de quand tu étais jeune, ça t'a amené à vivre toutes ces... J'aurais jamais pensé vivre toutes ces choses-là. Jamais, jamais. Mais c'est le chemin qui s'est ouvert. À partir du moment où j'ai lâché prise sur le travail que je faisais en 3D comme consultante en management, j'ai accepté d'ouvrir et la voie s'est ouverte largement. Mais en même temps, dans tout ce début d'année 2000-là, il y a quelqu'un qui vient dans un de mes voyages que j'organisais pour les Européens avec les Amérindiens, entre autres, qui arrive et qui me dit « J'ai fait des recherches en Europe pour essayer de trouver des sages et je suis tombée sur un être, je ne saurais pas te le décrire, mais je sais que c'est ta place. » Le voyage suivant, je prends un rendez-vous. Il est en Suisse. Et là, normalement, j'ai un rendez-vous d'1 heure avec cette personne-là. Et je rencontre Shin Shiva. Alors, c'est Shiva qui a pris corps physique à la fin des années 90. Et je le rencontre et c'est comme si je rencontrais mon grand frère, en fait. Et je repars de là à 2 heures du matin. On a échangé tout le temps, puis j'avais mes photos des sages, j'avais apporté ça avec moi, puis on partageait, puis je lui disais, il faut faire un lien entre l'Ouest et l'Europe puis l'Amérique. J'ai dit, moi, si je suis ici, c'est parce que je pense qu'il y a possibilité de renouer entre les peuples, parce que les prophéties nous disent qu'on s'en va vers l'unité. Donc, il faut qu'on bouge dans cette direction-là. Et ça a été donc tout le début, en fait, le début d'un lien avec Shiva, mais une grande continuité pour moi. Parce que Shiva nous ramène, entre autres, de la connaissance au niveau de la particule divine qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est un autre énorme pas pour moi, parce qu'une fois que ça, j'ai commencé à intégrer ça, c'était comme évident la dimension que je suis, que je porte, et ce que je venais faire ici. Ça allait avec ta recherche de qui tu étais. Ça allait avec ma recherche depuis toujours. Mais c'est comme si c'était tous des morceaux de puzzle qui s'étaient mis un derrière l'autre, qui fait qu'aujourd'hui, je porte cette conscience. Je ne peux pas parler de connaissance à ce niveau-là parce que ça devient des prises de conscience de « je suis ». Et pour moi, c'est ça qui est beaucoup en ce moment, l'alignement d'aider à amener cette conscience-là chez les gens. Et tout le chemin que j'ai fait, avec l'expérience de ce qu'il y en est aujourd'hui, on est à la fin d'un temps. Je dirais plus que ça, on est déjà dans le tunnel qui nous amène vers le nouveau temps. Et pour moi, on a un travail, parce qu'il n'y a pas de doigt où il faut que,
Mais il y a un travail que chacun qui le désire peut faire, qui est celui justement de se rappeler qui je suis. Et ça devient, c'est une chance extraordinaire que nous avons d'être ici sur la Terre à cette époque-là. Et je crois profondément dans les cellules. C'est quelque chose que je sais depuis très très longtemps, qu'il est possible de devenir immortel, c'est-à-dire de se transmuter. C'est une question d'amener dans nos cellules une conscience vibratoire qui fait qu'on peut ajuster cette vibration cellulaire et atomique, qui fait que je pourrais me matérialiser, dématérialiser avec ma conscience. Notre corps physique, c'est juste une enveloppe, mais tellement extraordinaire en même temps. On peut évoluer avec elle et intégrer ce que j'appelle l'intelligence du corps dans l'ensemble de notre expérience divine. Alors, en gros, c'est un peu le cheminement, et je continue à donner des stages, des conférences en ce moment. Et lorsqu'on a fait le passage de 2012, parce qu'évidemment, toutes les prophéties auxquelles j'ai participé s'inscrivaient aussi dans ce passage-là de 2012, que les Mayas avaient comme information. Et on a eu beaucoup d'enseignements des sages aussi là-dessus. Et ce passage-là, 2012, moi je l'ai fait avec Shiva. Et donc, avec Shin Shiva. Et ça a été un moment magique. Et à quelque part, on avait comme information qu'il y avait une fenêtre d'opportunité entre 2012-2017, c'est maintenant, et que 2012 était juste la fermeture de l'ancien. Parce que ça, c'est un décret de la source. Nous sommes une très, très grande expérience, fabuleuse expérience dans la création, mais la fin de cette expérience, c'est-à-dire de l'involution, c'est-à-dire descendre dans la densité, était signée avec 2012. Donc, depuis 2012, moi, j'ai voulu savoir, et c'est quoi la suite? Okay? Et je pense que ce qui est extraordinaire, puis c'est une réflexion que je me faisais récemment, quelqu'un meurt quand il arrête d'être curieux. Donc, avec ce que j'ai comme information, comme connaissance, on a tellement à connaître, à découvrir, que ça va être à l'infini. On peut être immortel, c'est bravo, c'est parfait, parce qu'on n'aura jamais fini de connaître. Quelqu'un qui dit, ben moi j'ai atteint le summum, ben c'est une forme de mort pour moi, dans ma perception des choses. Et donc, quand 2012 a passé, j'ai dit, moi, je veux savoir. Et donc, j'ai continué à chercher vraiment qu'est-ce qui se passait, qui fait que je me suis tenue au courant de comment les choses évoluent en ce moment, comment la transformation de notre société est en train de se faire, comment le nettoyage de notre terre pour qu'on arrive vers une autre dimension se fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau des humains? Et là, il y a encore toute une série d'aventures qui s'est manifestée avec les êtres cristaux qui sont ici, avec les différentes conférences sur justement en transition vers la nouvelle Terre qui est sur Internet. Et pour moi, c'est juste une continuité en ce moment de tout ça. Et, oui. Mais c'est dans l'énergie du nouveau. Oui. C'est dans du nouveau où que les gens vont commencer à prendre conscience qu'ils sont plus que la forme humaine. Oui. Oui, et c'est ce niveau de conscience-là, j'espère qu'on va l'atteindre le plus vite possible, et j'ai confiance qu'il y a quelque chose. En fait, ce que j'ai comme information actuellement, c'est qu'il y a cette grande vague et cette vague-là, elle était prévue justement dans la fenêtre d'opportunité. Avec la fin de 2012, ça fait partie du chemin qui est le nôtre ici. Une grande vague qui arrive du soleil central de notre continent cosmique, qui est une vague d'amour. Cette vague d'amour, elle est incessante, là. Incessante. Il fallait avant ça libérer la Terre de
de certaines forces négatives, de libérer certaines grilles, parce qu'on peut parler d'une terre-prison, mais les gens s'en rendent pas compte. Libérer les grilles, certaines énergies qui ont été placées sur la terre pour en faire le château fort des forces de l'ombre. Et ça avance à grand régime à ce moment-ci. Et on arrive à un moment où les transformations vont être exponentielles. Et dans cette ère d'aller-là, on peut attendre cette vague. Cette vague, c'est une vague d'amour. Et ce que j'en comprends, c'est qu'elle va créer des liens entre les synapses dans le cerveau, qui vont amener les gens à se rappeler qu'on est en unité avec tout. Il y en a qui probablement ne seront pas capables de soutenir la puissance de l'énergie qui va rentrer. Mais dès qu'on arrive là, plus un des grands volets de la transformation, c'est le système économique. Un nouveau système économique qui amène l'abondance partout parce que c'est notre héritage divin de vivre dans l'abondance. Pas juste sur le plan matériel, mais c'est un volet, ce plan-là, qui nous a rendus esclaves. Donc, à partir du moment où cette vibration d'esclavage tombe, parce que tout le monde a ce qu'il faut, plus cette vague-là, ça veut dire qu'il y a tout un niveau de peur qui est sur la Terre qui va se dégager. Quand la peur se dégage, les gens sont beaucoup plus libres de passer à travers les obstacles de la personnalité pour se préoccuper de leur divinité. Et donc, c'est à ça en ce moment que je travaille et dans lequel il se passe différentes aventures encore. Ce que tu disais tout à l'heure au niveau de l'immortalité, et qu'il y a un grand homme qui disait que la mort était une erreur et que la correction de ça, c'était la réincarnation. Puis au sujet, comme tu disais tout à l'heure, que il y a des milliards de galaxies. On est comme dans une prison juste sur la Terre. Tu sais, c'est comme une logique de penser que, puis on dit qu'on est, l'être humain est fait d'énergie, que l'univers est énergie, et que, oui, moi j'aime bien ce que tu dis dans le sens que je pense que tout le monde, on est ça, on est cette énergie-là, puis que c'est des possibilités qui sont là. On est en train de s'ouvrir à ça. Oui, on est en train de s'ouvrir à ça et comment tu le vois, toi? Ben, moi, la façon dont je le vois, c'est que effectivement, le fait d'alléger la notion de la peur, ça va permettre justement que les gens commencent à se préoccuper davantage de la dimension spirituelle, de la divinité, et se rappellent qu'on est des êtres immortels. De reprendre leur... Oui. Et que c'est plus nécessaire la réincarnation. La réincarnation, pour moi, c'était lié à un piège que nos amis de l'ombre ont mis en place pour qu'on revienne toujours en oubliant qui on est. Alors que quand on s'en va dans l'immortalité, on s'en va dans une continuité. Et la notion fondamentale de l'immortalité, c'est « je me souviens ». J'ai toutes mes mémoires et je suis dans une continuité où tout ça m'est utile. Alors, non seulement on va avoir cette opportunité-là de rester dans la mémoire de tout le chemin qu'on a fait, et tout ce qu'on a fait va nous être redonné également, mais on va avoir la possibilité aussi au niveau de nos corps de faire ces transformations-là. D'ailleurs, la première étape qui s'en vient et qui est déjà annoncée, c'est qu'il y a toutes les technologies qu'il faut en ce moment pour permettre au corps de se rajeunir. On sait que le vieillissement, puis je lisais un article même hier, je pense, que certains scientifiques commencent à dire « la mort est une maladie ». Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, ce sont nos atomes, l'ADN, qui s'effrite, qui fait que on ne garde pas la fraîcheur au niveau du corps physique. Et il y a la technologie en ce moment pour que, effectivement, on puisse réactiver
ces petits bouts-là d'ADN qui vont redonner au corps sa jeunesse initiale. Alors, donc, on est vraiment, mais vraiment dans un moment, une expérience globale qui est, encore une fois, unique. Et si les gens pouvaient se rappeler la chance qu'ils ont d'être ici en ce moment, en lien avec ce qui se passe, ça va être le cas, en tout cas. Moi, je fais confiance que ça va être le cas. Je pense qu'il y a des gens qui vont paniquer parce qu'ils vont partir de trop loin au niveau de la mémoire. Pour ces êtres-là, ce que je crois, c'est qu'il va être aménagé des endroits dans la création qui vont les recevoir pour qu'ils puissent continuer à cheminer et qu'on se retrouve éventuellement tous. Quand tu parles au niveau de l'énergie, d'immortalité, pas d'immortalité, mais éternelle, oui. Présentement, ce qui est en train de se passer, c'est ça, comme tu disais, c'est un retour à l'unité, de savoir vraiment qui qu'on est, puis vraiment d'en prendre conscience. Hein, puis d'avec ces connaissances-là, d'en prendre conscience, justement, pour élever notre taux vibratoire. Oui, et déjà, encore une fois, avant-hier, c'est ça que je dis, en ce moment, on est vraiment dans un passage extraordinaire. Avant-hier, je lisais qu'il y a une très grande vague d'énergie qui passe sur la Terre, et ces vagues d'énergie-là servent à réveiller les gens. Et le soleil s'en mêle aussi avec ce qu'il nous envoie. Et donc, il se passe des choses au niveau énergétique qui fait que la majorité des gens ne peuvent plus continuer à dormir sur la Switch. Donc, ils se réveillent et ils n'acceptent plus les mensonges dans lesquels qu'on a bien voulu nous faire croire avec les gouvernements, n'acceptent plus que les nouvelles sont pas des nouvelles. N'acceptent plus. D'ailleurs, ils sortent des statistiques en ce moment. Les gens écoutent de moins en moins les médias officiels et s'en vont de plus en plus les réseaux. Parce que c'est là que se trouve maintenant la vraie information. Et les médias officiels ont tellement peur de ça qu'ils ont dit que toute l'information qui se transmettait dans les réseaux, ils appellent ça du fake news. Des nouvelles, je sais pas le mot en français, c'est fake, des fausses nouvelles. Des fausses nouvelles. Okay? Oui, il y en a. Il y en a, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais la question se pose, est-ce que ça se pourrait qu'il y en ait aussi dans les médias officiels? Alors, donc, on a vraiment, il y a de tout ça. C'est que le message le message à ressortir de notre entrevue là, c'est finalement c'est de dire aux gens qui ont le pouvoir en eux, qui ont... Le message fondamental pour moi, c'est que on est des êtres fabuleux. Il faut s'en rappeler. Merci. Et on est tous des miroirs les uns pour les autres. Ouais. En plus. Alors, quelle chance on a d'être ensemble, de se rencontrer. Alors, c'est ça. On souhaite aux gens de pouvoir s'éveiller là-dedans, puis de suivre le courant, d'allumer la switch. Allumer la switch.